Le point numéro 11, c'est les finances encore, c'est le tarif du Moure-Blanc, suite donc au conseil portuaire de la semaine dernière. Monsieur Aspar va vous soumettre la tarification du Moure-Blanc 2020. La tarification du port du Moure-Blanc pour l'année 2020. Selon le tableau ci-joint, il vous indique que ces tarifs n'ont pas subi d'augmentation conformément au vote du Conseil portuaire du 26 novembre 2019, qui les a approuvés à l'unanimité. Je précise que figure dans cette grille le tarif applicable au stationnement de camions aménagés, c'est-à-dire les food trucks, pour la vente de produits alimentaires confectionnés sur place. Ces tarifs sont des tarifs hors taxe, le service portuaire étant assujetti à la TVA au taux de 20%. Je vous demande de bien vouloir adopter ces tarifs. Question? Pas de question qui est pour adopter, et on passe au point numéro 12, ce sont les tarifs du port du Moure-Blanc, et je laisse la parole encore à M. Aspar. Port mix, pardon. Je vous présente l'officier municipal la grille des tarifs hors taxes qui restent inchangés par rapport à ceux de l'an dernier. Ces tarifs ont été soumis à l'avis préalable du Conseil portuaire dans la séance du 26 novembre 2019 et ils ont été approuvés à l'unanimité. Je précise que figure dans cette grille le tarif applicable aux occupations commerciales des pontons et quais. Sont échangés également en annexe les tarifs de brutage qui eux aussi restent inchangés pour 2020. Je vous demande de bien vouloir approuver ces tarifs. Question pour le port mixte. Pas de question. Qui est pour adopter. Point numéro 13, personnel, modification du tableau des effectifs. Donc, suite au dernier CTP qui a eu lieu le 14 novembre 2019, je propose de modifier le tableau des effectifs concernant les emplois donc administratifs avec la création d'un emploi agent administratif à temps complet, d'un adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet, d'un emploi d'agent administratif principal deuxième classe à temps non complet et de 10 emplois d'agent de maîtrise à temps complet. Concernant la partie technique, de créer un emploi d'agent de maîtrise territoriale et la création de 10 emplois d'agents de maîtrise à temps complet, 2 emplois d'adjoint d'animation à temps non complet, un adjoint d'animation principale, deuxième classe à temps non complet, un emploi d'animateur à temps complet, 2 emplois d'adjoint technique à temps complet, un emploi de technicien principal, deuxième classe à temps complet, un emploi d'attaché principal à temps complet, un emploi de professeur d'enseignement artistique hors classe à temps complet, 6 emplois d'assistant artistique principal de première classe à temps non complet et 10 emplois d'assistant artistique principal deuxième classe à temps non complet. Et ensuite, bien sûr, des suppressions d'emplois correspondants, puisque tous ces emplois-là, ce sont des avancements d'échelon, suite donc aux avancements normaux et validés par le CDG entre 4. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Brel, ça m'est donné. Ah oui, merci monsieur le maire. Nous avons là l'exemple d'une gestion des effectifs rock'n'roll. Alors je m'explique. Le 15 octobre 2019, nous avons créé des emplois que nous supprimons ce coup-ci, donc en l'espace de mois. De 2 mois, je trouve ça un petit peu curieux. Ce qui veut dire que le 15 octobre, notre délibération n'était pas bonne, puisqu'il n'y avait aucune vision prévisionnelle sur l'évolution des effectifs du budget principal. Alors, pourquoi je dis rock'n'roll? Parce que depuis le 1er janvier, nous sommes là à la 6e délibération sur la gestion des effectifs. Alors je trouve que ça fait quand même beaucoup, parce que les effectifs, les gens ne tombent pas comme ça. Il y a quand même une certaine stabilité. Mais non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Bon, et que par ailleurs, je tenais à faire remarquer que dans les suppressions d'emplois, nous avons le transfert des postes de l'école de musique qui est passé à l'aglo le 1er septembre. Bon, et dans ces transferts-là, il n'y a pas besoin d'avoir l'avis du comité technique paritaire pour les supprimer. Non, puisque c'est un transfert de personnel. Et un transfert de personnel, mais selon le tableau des effectifs de la ville de Metz, ils ne figurent plus, il faut bien les enlever, Bigre. Oui,
Enfin, On aurait pu le faire. mais on est obligé de les passer en CTP, et on est obligé de passer en CTP comme quoi l'école de musique était transférée. Monsieur le maire, la décision de transfert de l'école de musique, quand est telle, Pardon, quel... quand on fait de la gestion budgétaire des effectifs, elle est d'abord prévisionnelle, c'est-à-dire que vous ne prévoyez pas à l'avance ce qui va se passer. Donc on subit finalement la Et dans gestion. toutes les collectivités, c'est comme ça, monsieur Graine. Ça a toujours été comme ça. On crée, Ça a toujours été on comme ça. crée, C'est et comme on si crée, et on vous aviez crée. vous seul la vérité sur la gestion des effectifs. Là, je peux vous dire, dans d'autres communes, on ne fait pas comme ça. Et la Chambre régionale des comptes, Aujourd'hui, on n'a jamais eu de réflexion là-dessus, hein, donc ça s'est toujours bien passé comme ça. Si, de la part de la Chambre régionale des comptes, le rapport était très clair. Faux, pas là-dessus. Et chaque fois, enfin, c'est quand même on est obligé de créer les postes, en fait, pour nommer les personnes et après de les allouer, en fait, quand même. Quand vous en créez et que vous les supprimez 2 mois après, c'est quand même un petit peu curieux. Il faut passer le CTP entre les deux. Et alors pourquoi en avoir créé autant la fois d'abord? Parce que justement, on l'avait prévu. C'est justement de la prévision que vous dites. Parce qu'on connaît les avancées qu'on va avoir. Enfin, bon, de toute façon, c'est toujours la même question. Mais bon, allez. En fait, monsieur le maire, si je me permettre, la Cour régionale des comptes avait appuyé sur le fait qu'il y avait un écart important entre les effectifs budgétaires. La dernière fois, oui, ça a été rectifié. Oui, ça a été rectifié suite à la réflexion de la Chambre régionale des comptes. Et là, on a un écart de 43 personnes, 43 On les a plus, puisqu'on les supprime. Allez, oui, madame Lobo, vous expliquer? C'est vraiment une obsession, monsieur le Président. Depuis 6 ans, c'est vraiment une obsession. Pourtant, on vous a expliqué maintes fois. Vous avez même un jour rappelé les conseillers de ne pas voter le budget. Vous avez rappelé? Moi, je n'ai pas voté le budget de cette année, c'est vrai. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne veux rien savoir. Ah, C'est un constat d'une gestion rock'n'roll. Ah, je me vois. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Si on vous écoute, déjà il va pas mettre de grade. Et c'est bon, bravo. Bravo. Allez. Attendez, Alors, je vais répondre parce que ça fait plusieurs fois que vous nous interpellez sur le fait qu'on ne veut pas que les agents montent en grade. Eh bien oui. Je vais vous expliquer ma façon de voir les choses. Le problème, c'est que depuis plusieurs décennies, il y a des emplois. Je vais choquer certaines personnes certainement. Autour de cette table, il y a des gens qui ont fait rentrer de la famille et des amis à la commune, d'accord? Donc, des gens qui n'avaient pas forcément les compétences, il faut le dire, et des gens qu'aujourd'hui on a encore. On peut faire la liste. Moi, je connais pas, non, attendez, monsieur le maire, laissez-moi finir. Quand je m'abstiens sur les tableaux des effectifs, pourquoi? Parce que les gens que vous faites monter en grade, je ne les connais pas. Je ne suis pas les DRH de la mairie, je ne connais pas leurs compétences, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, moi, écoutez, je ne suis pas censé savoir si les gens sont bons ou pas, ou s'ils font leur travail. Donc, c'est pour ça que je m'abstiens. Voilà. Mais attendez, monsieur, c'est le CDG 34 qui les nomme, c'est pas le maire. C'est le CDG 34 qui les nomme. Moi, je les propose, c'est vrai, puisqu'ils ont atteint l'âge de pouvoir augmenter de grade, mais les conditions. Et c'est le Non, mais ça fait CDG plusieurs fois que vous faites cette remarque, madame Londu, en disant ouais, vous n'êtes pas pour la montée en grade des agents. C'est faux. C'est faux. Moi, dans mon entreprise, quand je fais monter en grade un employé, c'est qu'il le mérite, c'est tout. Et moi, je ne les connais pas, ces gens. Donc, je ne peux pas me prononcer sur le montage. C'est aussi simple que ça. C'est une façon de faire de la désinformation sur les prises de position de l'opposition. Ça, c'est très fort. Allez, on continue. Le point numéro 14, le personnel avenant au règlement intérieur pour le personnel de la ville de Metz. Donc, suite au CTP, le personnel de la ville de Metz, par solidarité, a demandé d'inclure, de faire un avenant et de mettre à jour sur le règlement intérieur de la ville de Metz en ajoutant l'article qui est listé là-dessous, sur ce document que vous avez joint, je pense, pour le report des congés et le compte épargne temps, donc c'est-à-dire de donner à des personnes qui en ont vraiment besoin et sur justificatif médical un don de jours de repos. Voilà, je ne vais pas lire tout le texte,
et ceux qui ont des jours de congé, qui veulent faire bénéficier certaines personnes qui ont besoin de jours de congé ou pour garde malade ou pour autre, au coma, ouais, cas difficile. Voilà. Qui est pour? Il y a des questions? Il y a des questions? Pardon. Monsieur Garcia? Sur la forme, sur la forme de l'avenant comme il a été rédigé, à un moment il y a marqué issu du même budget. Oui, parce que le CCAS ne peut pas prêter à la mairie, et la mairie ne peut pas prêter au Voilà, CCAS. je n'avais pas compris ça. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de le changer, non? C'est pas clair, on ne peut pas. D'accord. C'est pas issu peut-être plutôt de la même filière, non? Parce qu'il y a filière administrative. C'est le budget, c'est le budget. D'accord, c'est les budgets. Ok. Merci. D'autres questions? Qui est pour? Adopté. La jeunesse. Demande de subvention des jeunes auprès du département de l'Hérault. Donc il y a eu le conseil municipal des jeunes, là, je crois que c'était la semaine dernière, où ils ont l'intention de monter à Paris pour aller visiter l'Assemblée nationale et le Sénat pour un budget de 3 796 €. Ils demandent une participation à la ville de 1 850 € qui est inscrite à leur budget et une subvention au conseil départemental Cap Jeune, dont ils ont dû avoir un contact donc avec le conseil départemental. Il leur a donné le montant de la subvention parce qu'elle est bien précise, 1 941 €. Donc je vous propose donc de solliciter cette aide financière auprès du département de l'Hérault dans le dispositif Cap Jeunes pour le déplacement de ce conseil municipal des jeunes à Paris en février 2020. C'était M. Charbonnier qui devait le commenter, mais je suis parti pour. Y a-t-il des observations là-dessus? Pas d'observation, d'accord. Qui est pour adopter pour les jeunes du conseil municipal des jeunes? La jeunesse encore, élaboration de la convention territoriale donc globale, c'est le CTG. Et le contrat enfance-jeunesse, le CEJ, entre la ville et les partenariats de la CAF de l'Hérault et la mutualité sociale agricole. Donc il faut remettre en place donc, cette convention territoriale globale qui a été déjà faite il y a quelques années, qui arrive à terme, qu'il faut la reprendre pour, je crois, 4 ans. Mais là, je vais laisser la parole à M. Charbonnier. Le contrat enfance-jeunesse, CEJ, contrat d'objectif et de cofinancement regroupant les structures d'accueil et les actions pour les 0-17 ans, co-signé avec la Caisse d'allocation familiale, arrive à échéance. Afin de renouveler ce partenariat, il est proposé aux membres du conseil municipal de signer avec la CAF de l'Hérault une convention territoriale globale, CTJ. Cette convention territoriale globale est une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants et du territoire. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires, portant sur l'ensemble des champs de compétences communes à la collectivité et à la CAF. En mobilisant l'ensemble des ressources du territoire, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité des interventions. La CTG vise à définir le projet stratégique global du territoire ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Ce projet est établi à partir d'un diagnostic tenant compte de l'ensemble des problématiques du territoire. La CTG couvre donc les domaines enfance et jeunesse du CEJ, mais de façon plus globale les thématiques suivantes: accès aux droits sociaux, petite enfance, enfance-jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale. Compte tenu du diagnostic établi par la CAF de l'Hérault en lien avec la commune, il est proposé de positionner les objectifs de développement suivants pour la période 2019-2022, hors action inscrite dans le cadre du contrat enfance jeunesse. En 1, mise en place d'un soutien à la parentalité dans le but d'accompagner le développement et la structuration d'actions de soutien à la parentalité et de coordonner ces actions sur l'ensemble du territoire. Il est proposé de développer un poste de coordonnateur parentalité. Ce poste stratégique permettra de créer du lien et de la cohérence entre les différentes actions liées à la parentalité. En 2, création d'un espace de vie sociale, afin de développer l'action sociale sur le territoire et de renforcer les liens interservices et interorganismes
serait intéressant de créer un espace de vie sociale sur la commune. Articulé à cette convention territoriale globale, il reste nécessaire de renouveler la convention enfance-jeunesse. C'est une convention d'objectifs et de financement qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la subvention dite prestation de services. Elle a pour objet de déterminer l'offre de services adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités financières de la commune et les conditions de sa mise en œuvre. De décrire le programme des actions nouvelles, de fixer les engagements réciproques entre la commune, la CAF de l'Hérault et la mutualité sociale agricole du Languedoc, signataire de cette convention. Outre les actions enfance, jeunesse déjà développées sur le territoire, il est proposé de développer les deux actions suivantes pour la période 2019-2022. Une augmentation de la capacité d'accueil du multi-accueil Loumézou, en passant de 35 à 38 places. L'ouverture d'un deuxième temps d'accueil du lieu d'accueil enfants-parents, l'AF-Babillage. La Convention territoriale globale et la Convention enfance-jeunesse s'y annexée sont conclues pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2019 au 31/12/2022. Exposé étant entendu, et après avoir délibéré, je vous demande de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la Convention territoriale globale entre la ville et la CAF de l'Hérault, d'autoriser M. le maire à signer la Convention d'objectifs et de financement prestation de services contrat enfance et jeunesse 2019-2022 entre la ville, la CAF de l'Hérault et la mutualité sociale agricole du Languedoc, et de charger M. le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. C'est les questions si vous en avez. Question. Monsieur Graine, c'est ça? Oui, monsieur le maire. Alors, je ne reviens pas sur le bien fondé de ces deux conventions de contrat. Simplement, ça démarre au 1er janvier 2019. Pourquoi attendre aussi tard pour nous présenter cette délibération? Alors la première chose, la convention s'arrête le 31 décembre 2018. Pendant un certain temps, il y a un bilan qui est fait en retour avec la CAF sur les actions du précédent contrat enfance et jeunesse, et le reste du temps sont mis en place par la CAF en association avec la commune des nouveaux objectifs qui vont être présentés au nouveau CEJ. Voilà. C'est la CAF qui demande, c'est la CAF qui nous impose ce mode de fonctionnement, bien évidemment. Mais la convention, nous l'avons reçue la veille de vous envoyer les documents du Conseil municipal. Alors, sachez quand même que cette convention, normalement, vous n'auriez pas dû l'avoir, puisque la CAF l'a fournie parce que M. le maire l'a demandé. Et normalement, je ne la fournis pas. Mais oui, parce que je sais que monsieur Graine l'aurait demandé, donc j'ai anticipé. C'est très bien. Mais il ne voulait pas nous la donner. Parce qu'elle n'est pas signée. D'autres questions? Monsieur Baïza. Oui, moi je tenais à féliciter M. Charbonnier. Contrairement à d'autres, M. Charbonnier, je vois qu'on vous pose des questions, vous êtes capable de répondre. Et je tenais à vous remercier. Bien, donc tout va très bien. Donc je vais au vote qui est pour. Adopté. Point numéro 17, urbanisme, projet urbain partenarial, donc c'est le secteur du Moulin, ce que nous parlions tout à l'heure, c'est les conventions donc de PUC pour la construction de 3 villas qui sont prévues sur ce territoire. Alors, là je vais laisser la parole à M. Rodriguez. Ah, pardon, c'est moi qui l'ai pris. Par délibération, en date du 17 décembre 2015, le Conseil municipal a instauré un périmètre de projet urbain partenarial sur le secteur du Moulin. Les équipements publics nécessaires à l'urbanisation de ce secteur situé en dehors du périmètre de l'opération ont été évalués par un bureau d'études missionné par la commune. Ils sont selon les cas affectés en totalité ou en partie à l'opération. L'ensemble de l'opération est prévu pour recevoir 22 000 m² de surface planchée,
Le principe d'imputation des participants retenu est celui du prorata calculé au mètre carré de surface penchée nouvellement créée. Dans le cadre de l'opération d'urbanisme du secteur, 3 pétitionnaires souhaitent obtenir le permis de construire. Il s'agit de Mme Florence et M. François Boutreau, de M. Emmanuel Brousse et Mme Anne-Sophie Bontan, de Mme Marie-Madeleine Greffé. Les conventions qui sont présentées appliquent purement et simplement cette règle, auquel un élément spécifique local n'étant ajouté à cette participation de base. Il est demandé au conseil municipal, vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L332, 11.3, 32, 11.4, R32, 25, 332, 25.3, que les délibérations du conseil municipal des 26/11/2015 et 17/12/2015 relatives à l'urbanisation du secteur du Moulin et définissant un secteur de projet urbain partenariat, approuver les conventions pub annexées à la présente et autoriser le maire ou à défaut l'adjoint délégué à signer les conventions pub ainsi que tout autre document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Monsieur Maïza. Oui. Juste, j'aimerais savoir, là, du fait qu'il y avait 230 logements et qu'au final il y en a 325, est-ce que la somme va être plus importante, la surface planchée? Non, on sera dans les 22 000. Aujourd'hui, on est à 19 700 mètres carrés. D'accord, et du fait qu'il y ait davantage de construction, On ne dépassera pas, en fait, c'est que les appartements sont beaucoup plus petits. D'accord. Et est-ce qu'il est possible d'avoir le bilan fait de toute cette somme que l'on touche? Et puis, parce que bon, le bilan global de l'opération, parce que bon, il y avait du retard, notamment sur les aménagements, sur le pluvial, qui avait démarré en 2015 et qui devait être fini en 2017 et qui n'est toujours pas fini. Oui, il y a eu des soucis au niveau des entreprises. Parce que, est-ce que vous pensez qu'une fois que tout sera fini, on aura encore les sommes conséquentes pour pouvoir finir les aménagements, où il faudra emprunter ou aller chercher de l'argent ailleurs? Oui, aujourd'hui, ces sommes-là, on les a. Non, mais... Les sommes de quoi? Les sommes de l'équipe, on les reçoit. Non, parce que bon, on encaisse, mais derrière, il faut faire les travaux. C'est la question que je me pose. Les travaux, lesquels travaux? Les travaux qui devaient être déjà finis en 2017, c'est-à-dire le pluvial, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites sur l'aménagement. Le pluvial est en cours d'être refait parce qu'il y avait un problème de financement et donc c'est l'aglo qui reprend les travaux à sa charge alors qu'il y avait une convention, ça devait être la ville au travers des taxes qui avaient été reversées, mais c'est l'aglo qui reprend à sa charge puis qu'il fallait relancer un marché, ça aurait encore pris des délais. Donc l'aglo le reprend à sa charge avec son marché à bon de commande. Et ensuite, tous les travaux d'aménagement, bien sûr, seront refaits avec les taxes qui ont été payées par les différentes constructions qui ont été réalisées là-dessus et les permis de construire qui ont été attribués. Oui, pas de souci. D'accord. Par contre, je vois des bassins de rétention sur le Moulin à Vence, ils sont réduits comme pour le Chagrin, ils sont petits. Et on a été obligé d'en faire un sur un espace boisé au bord de l'étang. C'est quand même dommage qu'on ait enlevé finalement ce petit jardin. Oui, ça a été répondu. Je crois que vous avez répondu, M. Maïza, pour ça. Il était prévu à cet endroit-là un séparateur à hydrocarbures. C'est les services de l'État, la DTM, qui n'a pas voulu faire un séparateur d'hydrocarbures puisqu'ils ont, eux qui l'ont décidé, qu'ils ont dit que ces séparateurs à hydrocarbures manquaient souvent d'entretien. Ils préféraient faire ce bassin, c'est pas un bassin de décantation, c'est un bassin de décantation et le bassin de rétention est en amont et c'est sur un terrain qui leur appartient, c'est un terrain de l'État. Donc on n'a pas pu s'y opposer. Voilà, c'est dommage. On ne pouvait pas le faire parce qu'au départ, on ne devait pas le faire sur le rond-point. Pas du tout, c'est
c'est pas un terrain sur la commune, c'est un terrain des affaires maritimes. On ne devait pas le faire sur le rond-point au départ? Non. Il n'y avait pas l'histoire de bassin sous les... Non. Oui, non. Dans ma connaissance, non, en tous les cas. Bravo. Voilà, mais bon, c'est quand même dommage, je pense qu'on aurait pu faire à là-haut, construire au moins et faire le nécessaire en haut que... Mais à Meaux, il y a le bassin de rétention. Ouais, bah alors, je vais vous dire, hein, c'est minime. Hein. Mais est-ce qu'il est terminé? Là, je sais que c'est en pleine construction, c'est en plein aménagement. Est-ce que c'est terminé? Ça, je ne peux pas. Là, ce soir, je ne peux pas le dire. Mais en tous les cas, c'est fait conformément à la loi sur l'eau et ça a été réalisé. Et puis, le permis d'aménager ont été validés et c'est passé comme ça. Donc, je pense qu'il doit être suffisamment dimensionné. Et il y en a un qui est énorme, je vous l'avais dit la dernière fois lorsqu'il y avait eu des inondations, c'est une cathédrale d'ailleurs, c'est vraiment à voir, c'est sous les bâtiments je ne sais pas comment ça s'appelle, on appelle ça les paquebots, là, juste au-dessus du cinéma. Il y a un truc qui est tout à fait, c'est énorme. Et donc c'est depuis ce bassin de rétention, donc sous ces bâtiments, il manque la liaison depuis ce bassin en béton armé qui est relié donc au bassin de décantation qui est réalisé sur cet espace à côté du kitesurf, du club du kitesurf, et qu'il faut faire ce raccordement et dans les travaux, j'ai signé le document qu'on pose décharger des travaux au profit de l'aglo. J'ai signé cette convention avec l'aglo depuis, on est mercredi, la semaine dernière. Voilà. Mais j'espère que ce sera très rapidement. Par contre, il aurait fallu faire, c'est dommage que je regarde un peu les travaux, c'est qu'à la sortie, ils auraient pu au moins prévoir, bon, je ne dis pas une martelière. C'est faux. Non, pardon, c'est faux, excuse-moi, j'ai mal dit. C'est vrai, c'est vrai. Ils auraient pu mettre un bâtard d'eau. C'est vrai, ça va être refait. C'est vrai. Ah bon, ça va. C'est vrai. Ok, c'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai. C'est pas faux, oui, je voulais dire. Ok, allez. Point numéro 18, donc, il faut voter, oui, qui est pour adopter à l'unanimité le point numéro 18, c'est lieu urbanine, l'approbation de l'habitat, octroi des subventions de façade, donc les différents dossiers, demande de subventions relatives aux opérations des façades depuis que nous l'avons lancé, je ne sais plus, c'était avant l'été, sont présentés par les propriétaires dont les immeubles sont localisés dans le périmètre qui est éligible et qui a été voté en conseil municipal. Ces dossiers sont examinés par la commission opération rénovation façade ancien, dont la dernière s'est réunie le 26 novembre 2019, il y en a bon nombre, hein. Donc il est rappelé donc, que ces dossiers ont été instruits conformément au règlement, convention opération façade approuvée alors, par délibération du conseil municipal, c'était donc en le 27 mars 2019, il y a donc une réunion en mairie et puis un déplacement sur site. Les membres de cette commission opération façade ancien ont retenu 5 dossiers et donnent un avis favorable au vu des dossiers qui ont été présentés. Donc les propriétaires, je ne sais pas si je dois vous les lister, mais ils sont listés sur la délibération. Donc le premier c'est Sabatier Baïza Karine pour un montant de 8 580 € de montant de travaux. Les subventions donc aglo et mairie sera de 5 000 €. Bégaud, Bertoumeux, Monique, Boulevard Foch aussi, pour un montant de 12 000 € de travaux, c'est 5 000 € qui seront attribués par la ville et l'aglo. Monsieur Manchon Michel, au 4 Boulevard Foch, c'est le quartier là, disons. 2 800 € 60 de travaux, c'est une subvention qui va être donnée de 1700 ou 858 et 858, vous faites l'addition, ce sera plus fait que moi peut-être, hein. Donc presque 1800 €. Madame Sabatier Marilyn, pareil, rue Marius Lorès, un montant de travaux de 8 880 € avec une subvention de 5 000 € aglo-ville. Et monsieur Diaz David au boulevard du Port pour un montant de travaux de façade de 14 300 €, une subvention de 5 000 €, 2 500 la ville, 2 500 l'aglo. Donc je vous propose donc d'attribuer, de verser ces subventions aux propriétaires qui ont fait la demande et qui sont rentrés dans le cadre
de la convention et de la réglementation pour pouvoir recevoir ces subventions agglo et villes, de dire que les crédits sont nécessaires, sont inscrits au budget général de notre ville, et de me donner les pouvoirs, ou à mon représentant, de signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, notamment la convention avec les propriétaires, convention qui est tout à fait nécessaire. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Maïsa. Oui, vu que dans cette délibération il y a un membre de ma famille, je ne souhaite en aucun cas participer à ce vote. À ce vote ainsi que la procuration de Eve Silva. Alors, et avant de passer au vote, je souhaite rappeler à M. le maire qu'au début de mandat, nous avons voté un règlement intérieur qui prévoit au chapitre 11 commissions et comités consultatifs. L'article 8, fonctionnement des commissions municipales. Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui siégeront. L'article L 21-21-822 et la Code générale des collectivités. Il est de même pour les comités consultatifs dans l'article 9, l'article 21-43. Alors je vous demanderai de faire les choses en règle. Oui, vous êtes un peu puriste, monsieur Baïza. Lorsqu'on a fait voter la demande, enfin, la proposition de subventionner les façades à l'agglo, nous avons dit, nous avons écrit que nous allions constituer une commission. Elle n'était pas commission municipale, puisque c'est une commission qui est constituée d'un élu à l'urbanisme, ce qui est tout à fait normal. J'ai souhaité qu'il y ait un élu de l'opposition pour pas qu'il y ait de problèmes et de contestations. Donc c'est M. Garcia, pour ne pas le nommer. Il y a un technicien et il y a de la ville de Metz, donc le directeur des services techniques, et il y a un technicien de l'agglo. Aujourd'hui, par exemple, à l'agglo, il y a la même commission où il n'y a aucun élu, ce sont que les techniciens. Donc je pense qu'on ne cache rien, on ne veut pas tricher. Donc j'ai pas fait, non, mais on a fait ça. On ne vous parle pas de triche. Parce que, mais non, mais on a fait, c'est pas une commission, c'est une commission plutôt extra-municipale, puisqu'il y a l'agglo qui participe, ce qui est tout à fait normal, puisque l'agglo finance, et donc ils veulent voir l'état des façades. Je ne pense pas que ce soit hors la loi. Voilà. Maintenant, tout est critiquable. Qui est pour? Ah oui, M. Baïza est sorti. Madame Silva aussi. Hein? Et Madame Silva aussi. Madame Silva. Donc Madame Silva est absente, donc elle n'est pas là. Mais c'est M. Baïza qui est sorti avec le pouvoir. Allez, et M. Baïza est revenu. Voilà. Juste, monsieur le maire, une petite précision. Oui, monsieur la commission, Garcia, il y a un dossier qui n'est pas passé parce que c'était monsieur et madame Sabatier. Oui, ah oui, c'est vrai, oui. Allez-y, monsieur, vous voulez dire de partie de la commission, monsieur. On n'a pas ramené ce dossier jusqu'au conseil municipal parce qu'en fait, ces personnes ont fait une déclaration de travaux, ou préalable de travaux, c'est comme ça qu'on dit, le 28 août 2018. C'est difficile, le 28 août 2018. Et donc, en fait, l'opération façade a été votée au conseil municipal le 27 mars 2019. Donc, on ne pouvait pas attribuer une subvention à ces personnes. Il est vrai que M. Sabatier m'ont demandé s'ils pouvaient prétendre à cette subvention que la ville donne et que l'agglo donne. J'ai écouté, présentez au moins votre dossier, et puis on verra bien, il y a une commission qui se réunit, c'est pas facile, hein. Donc intégrer... le problème, c'est qu'on il y en a beaucoup, il y en a d'autres, voilà, c'est ça. Donc bon, voilà, ok. En tout cas, on ne peut que féliciter ces gens d'avoir restauré leur façade. Bien sûr. En tous les cas, c'est une bonne chose parce que je vois que bon nombre de façades, notamment sur l'esplanade, le café du commerce, la boucherie, je crois que c'est la boucherie à côté de l'église qui a été refaite. Il y a bon nombre de façades qui sont refaites. Là, les façades donc, que l'on vient de citer, c'est le boulevard Foch, la rue Marius-Lorès, la rue du Port. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Voilà. En
fait, ce qui serait bien, c'est qu'à l'avenir, élargir le périmètre, notamment les entrées de Déjà, Montpellier, les entrées de Pézenas. on peut tout, mais les entrées de Pézenas sont pour partie. Ouais, une partie, quelqu'un côté Ah. sur l'autre. Pas l'avenue de Pézenas alors, c'est l'avenue de Montpellier. Et c'est Montpellier qui est d'un côté, pas de l'autre. Je crois que c'est le souvenir. Ce serait bien, on en a parlé en commission, ce serait bien d'élargir. C'est ainsi que l'entrée de ville. Moi, j'ai les convenir. Ok. Bien. Point numéro 19. Foncier. Convention d'occupation temporaire de la parcelle numéro BR18 sur la commune de Metz par les autoroutes de Sud de France. Ça concerne des travaux du mur de soutènement qui est situé au PR 132 740, qui nous propose et nous demande d'utiliser durant quelques temps une surface de 120 mètres carrés sur la parcelle BR18. Donc c'est un chemin qui est du côté du domaine de la Roseraie, et d'utiliser le passage sur le chemin rural 92 de la Grange Haute et de Raffègue, et sur le chemin rural numéro 87 qui pour permettre la circulation des engins de chantier pour accéder donc à cette parcelle BR18 pour faire un stockage, baraque de chantier ou je ne sais quoi, et pour stocker du matériel, pour être proche bien sûr de l'autoroute. Donc vous avez la convention qui est, je pense, qui est jointe à la délibération, et vous avez le plan de situation. Y a-t-il des questions là-dessus? Et c'est bien sûr, je pense que c'est à titre gratuit. Pas de questions? Qui est pour? Alors, le point numéro 20, c'est encore au foncier, c'est l'approbation d'une convention pour mettre en place les grosses armoires donc, de la fibre. Donc, il nous propose de faire une convention pour utiliser une bande de 6 mètres de large et 3 mètres de large autour du poste de relevage qu'il y a, je crois que c'est ça, à l'entrée de la zone du Mas de Gary, pour installer et pour pouvoir accéder facilement, même si on pas souvent, sur la position de ces armoires où la fibre, bien sûr, va arriver. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Garcia. Oui, en fait, ce qui est dommage dans cette délibération, c'est que, en fait, depuis plusieurs mois, la parcelle est utilisée et les équipements sont mis en place. On nous demande de voter pour régulation, voilà, régulation, mais qu'on ne pouvait pas quand même refuser, puisqu'ils sont en train, vous avez vu, ils sont en train d'installer la fibre un peu dans tout Metz, donc il ne manque plus que la liaison entre la gendarmerie et le chemin des Costes, vous savez un peu coincé, donc en 2 mots, comme le conseil municipal veut être au courant de tout, je vais vous dire en 2 mots ce qui se passe. Donc, sur le chemin des Costes qui a été refait il y a quelques années, comme bon nombre de boulevards ou de rues dans Metz, les services techniques, le directeur des services techniques prévoit la pose de fourreaux vides en attente pour le passage de futurs réseaux secs, donc électricité, téléphone, et là en l'occurrence fibre. Il s'avère que sur le chemin des Costes, qui fait 1,5 km ou 1,8 km de long, ces fourreaux ont été posés, les chambres de tirage ont été réalisées, et aujourd'hui il est demandé à la ville de casser ce chemin ouvrir ce chemin des Costes, créer une tranchée pour passer des fourreaux de fibre. Donc c'est arrivé bien sûr jusque chez moi, puisque le directeur des services techniques est venu m'en parler. Et j'étais pas tellement favorable, puisque bon, ça fait partie quand même des chemins qui sont à peu près corrects, enfin des routes qui sont à peu près correctes aujourd'hui, donc ouvrir de nouveau, faire une tranchée et mettre ça, alors que, en prévision, nous avions mis des fourreaux en attente. Une grosse discussion a été entreprise entre l'entreprise qui réalise les travaux, la personne, le gestionnaire et le conseil général de l'Hérault.
Donc, 2 ou 3 réunions ont été faites depuis déjà près de 3 mois, voire 4 mois. La dernière réunion s'est tenue la semaine dernière, je crois que c'était mercredi dernier, où un accord, alors où ils achetaient nos réseaux, ce qui aujourd'hui, enfin il y a un mois, avait refusé, où ils nous le louaient, ce que j'avais validé, donc nous louer les réseaux donc, existants qui ont été posés et payés par la ville de Metz. Mais le gestionnaire n'est pas trop favorable, alors pour différentes raisons, parce qu'il a payé un forfait à l'entreprise et donc il ne rentre pas dans son argent, il fallait qu'il paye 2 fois. Donc il a fait venir le conseil général qui lui reprendra ses réseaux au bout de X temps, une vingtaine d'années, et n'est pas trop favorable à ce que ces réseaux soient loués, il préférerait les acheter. Là je ne me trompe pas. Donc, encore une discussion, il y a eu une réunion donc, mercredi dernier, une grosse discussion, et a priori aujourd'hui, il nous propose de louer, et ça fera partie d'une délibération et d'une convention que l'on passera dans le prochain conseil municipal, de louer ces réseaux durant une année, de voir venir pour pouvoir à terme nous les acheter. Voilà où je suis. Je ne veux pas, et je ne veux surtout pas, bloquer la mise en place de la fibre, puisque si cette liaison ne se fait pas, bon nombre de réseaux dans la ville ne sont pas alimentés. Voilà où on en est. Moi je fais tout où on le loue, mais bon, on ne peut pas les donner gratuitement, la ville les a payés quand même. Où on les loue, où ils nous les achètent. Mais le conseil général, et c'est des sommes, oui, c'est exorbitant. La location serait évaluée, ils nous ont fait une proposition, puisqu'ils prennent les 3 réseaux, ça serait 4 500 € par an. Et l'acquisition donc, a été proposée, je crois, dans les 35 ou 40 000 €. Voilà. Donc, personnellement, je suis favorable aux deux, c'est le conseil général qui va décider. Voilà. J'ai tout dit. On fait voter pour déjà la mise à disposition de ces 2 parcelles pour installer les différentes armoires de ce réseau. Qui est pour? Adopté. Le point numéro 21, c'est le foncier, c'est l'acquisition des parcelles constituant des parties de voirie et d'annexes de voirie. C'est encore des régularisations qui datent depuis fort nombreuses années. Donc vous avez les différentes acquisitions, les différentes parcelles de la CB31 sur le chemin des Costes, toujours sur le chemin des Costes, la CB56, la CB53 sur le chemin des Costes et sur le chemin de la Roquette, la CX13. Ce sont des parcelles qui ont été acquises par la ville pour faire les élargissements de ces différents chemins il y a quelques années. Ils n'ont pas été régularisés, qui sont régularisés aujourd'hui, et donc à un prix de 3 000 € pour la 31, 1 275 € pour la 56, 1 920 € pour la 53 et 1 785 € pour la 13. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Garcia. Le prix de 15 € mètre carré, oui. c'est qui a établi le prix? Le prix de 15 € est établi, je ne pense pas que ce soit les domaines, puisque quand on va... C'est un prix moyen. C'est le prix qu'on vend sur des parcelles qui sont non constructibles, ou pas constructibles, puisque maintenant aujourd'hui, de toute façon, il y a la route. Il y a les transports. Qui est pour? Adopté à l'unanimité.